il y a des souvenirs qui s'accrochent à vous comme des odeurs tenaces, des parfums d'une autre vie qui, même fanée, ravivent une douleur poignante. C'est ainsi que je me remémore Clara, cette femme qui fut jadis mon univers, le centre de ma gravité. J'avais la trentaine alors, l'âge où l'on se sent invincible, où l'avenir est une page blanche que l'on s'apprête à écrire avec l'encre de ses rêves les plus fous. Nous vivions dans la banlieue tentaculaire d'une grande ville, un appartement modeste au 6e étage d'un immeuble des années 70, avec vue sur d'autres blocs de béton et, au loin, la promesse floue du centre-ville, ses lumières et ses opportunités. Je venais d'une famille simple, ancrée dans la réalité du travail acharné. Mon père avait passé 40 ans dans la même usine, ma mère donnait vie au tissu dans son petit atelier de couture. Il m'avait appris la valeur de l'effort, la dignité du labeur. Clara, elle aussi, portait en elle cette même éthique, issue d'un milieu similaire, ce qui nous avait rapprochés. Nous nous étions rencontrés sur les bancs de l'université, dans une bibliothèque où le silence était souvent rompu par ces éclats de rire discrets, mais irrésistibles. Elle avait cette étincelle dans les yeux, une curiosité insatiable, une ambition voilée d'une douceur rare. 7 ans de mariage s'étaient écoulés depuis ce jour où nos destins s'étaient entremêlés, 7 ans tissés de petits bonheurs volés, de rires partagés, et de cette certitude aveugle que nous étions faits l'un pour l'autre. Le projet d'enfant était là, latent, souvent évoqué du bout des lèvres, un horizon que nous repoussions sans cesse, la faute aux circonstances, toujours ces circonstances extérieures qui semblent vouloir tester la solidité des fondations. Notre routine était celle de millions d'autres couples, le réveil aux aurores, l'odeur du café filtré, le léger chaos des préparatifs du matin, avant de nous engouffrer chacun dans nos transports respectifs. Moi, direction le centre-ville, pour mon poste de commercial dans une entreprise de taille moyenne. Les journées étaient longues, faites de chiffres, de clients à convaincre, de stress silencieux. Le soir, c'était le retour, les courses, la préparation du dîner, ces moments précieux où l'on se racontait sa journée, où l'on échangeait ces banalités qui construisent le quotidien d'un couple. Nous terminions souvent devant la télévision, épuisés mais ensemble, parfois une main dans l'autre, bercés par le murmure des programmes. C'était une vie simple, vous savez, sans fioritures, mais que je croyais riche de sens et d'amour. Connais-tu ce sentiment où la banalité du quotidien devient le plus grand des luxes, l'écrin protecteur d'une relation? Pourtant, sous cette surface tranquille, courait une anxiété sourde, une mélodie discrète mais persistante, l'argent. Notre rêve, c'était une petite maison avec un jardin, un chien qui nous attendrait, et les rires d'enfants qui viendraient remplir les silences. Rien de grandiose, juste un nid douillet, un havre de paix loin de l'agitation urbaine. Mais la réalité était implacable. Les prêts étudiants traînaient encore, la voiture avait été achetée à crédit, le loyer grignotait une part trop importante de nos revenus, et chaque ticket de caisse au supermarché était scruté avec une attention scrupuleuse. La dette n'était pas un gouffre, mais une ombre constante, un poids invisible sur nos épaules. Cela se manifestait par de petites privations, des envies réfrénées, des projets de vacances repoussés. Parfois, lors d'un dîner, un silence lourd s'installait, un de ces silences où l'on sent que l'autre pense aux factures du mois, aux fins de mois difficiles, à cette promesse d'une vie meilleure qui tardait à se concrétiser. Clara, elle, exprimait parfois plus ouvertement sa frustration. Elle avait des envies, des aspirations que notre budget ne pouvait satisfaire, un besoin de se sentir plus libre, plus légère. Je comprenais, bien sûr. Je la voyais parfois feuilleter des magazines de décoration, les yeux perdus dans l'image d'un intérieur somptueux, et je sentais alors cette pointe d'impuissance qui me rongeait. Dans ce tableau de notre quotidien, où les petites joies étaient des étoiles filantes dans la nuit des soucis, je me souviens de ces moments. Les croissants du dimanche matin, dégustés au lit, les miettes sur les draps et les rires qui effaçaient les tensions de la semaine. Les balades au parc, main dans la main, à rêver à voix haute, à se promettre un futur moins lourd. Les soirées cinéma à la maison, avec une bouteille de vin bon marché et des plaids douillets. C'étaient nos bouées de sauvetage, ces instants qui prouvaient que l'amour était notre ciment, capable de résister aux assauts du monde extérieur. Mais, avec le recul, je vois aussi les fissures, fines comme des cheveux, presque imperceptibles à l'époque. Ces petits désaccords qui prenaient plus de place, ces non-dits qui s'accumulaient. Je voyais Clara accorder une attention nouvelle à son apparence, de nouvelles robes, des coiffures plus travaillées, un parfum plus entêtant. Elle disait que c'était pour le travail, pour se sentir plus à l'aise avec les clients, pour sa propre confiance. Et je la croyais. Pourquoi n'aurais-je pas cru la femme que j'aimais plus que tout? Quand la vie nous serre à la gorge, quand les soucis matériels pèsent,
n'est-on pas enclin à s'accrocher au rire comme des naufragés à une bouée, à fermer les yeux sur les petits signaux, à ignorer les murmures du doute? C'est dans ce contexte, à la fois intime et socialement contraint, que M. Dubois a commencé à tisser sa toile. Il était mon patron depuis 3 ans, le directeur commercial. Un homme charismatique, la cinquantaine élégante, des cheveux argentés impeccablement coiffés, et un sourire qui pouvait désarmer n'importe quel interlocuteur. Il avait cette aura de réussite, cette assurance tranquille que je ne possédais pas. Au début, nos interactions étaient purement professionnelles. Il m'avait repéré, m'avait donné ma chance, voyant en moi un potentiel que je peinais moi-même à entrevoir. Je le respectais, presque l'admirais. Il organisait souvent des dîners d'équipe, des événements clients où les conjoints étaient parfois invités. C'est là, dans l'éclat des lumières tamisées des restaurants chics, que Clara et lui ont commencé à se fréquenter plus régulièrement. Ses compliments envers Clara étaient toujours subtils, jamais vulgaires, toujours sous couvert d'admiration pour son intelligence, son élégance naturelle. « Clara, vous avez un sens inné du détail, vous feriez une excellente chef de projet où votre perspicacité est remarquable, on ne la trouve pas chez tout le monde. » Il les glissait au détour d'une conversation de groupe, de sorte que cela semblait anodin, flatteur, sans malice. Je me sentais même fier qu'il reconnaisse les qualités de ma femme. Il posait des questions sur notre vie, sur nos projets, avec une curiosité qui me semblait sincère, presque paternelle. « Alors, comment va la petite famille ? Toujours à la recherche de la maison de vos rêves. » Il s'immisçait doucement dans notre réalité, comme une rivière qui s'élargit progressivement. Mais son intérêt est devenu, avec le temps, étrangement insistant. Parfois, il demandait à Clara de rester plus tard pour des briefings de dernière minute ou des réceptions clients où, étrangement, ma présence n'était pas requise. Elle rentrait alors un peu plus tard, les joues un peu roses, une énergie nouvelle, qu'elle attribuait à l'excitation ou à la fatigue de la soirée. Je ne me posais pas de questions. Je me disais qu'elle était appréciée, que son potentiel était reconnu par un homme important. J'étais aveugle, bercé par l'illusion que notre amour était un bouclier infranchissable, une forteresse que rien ne pouvait ébranler. Mon énergie était entièrement tournée vers le travail, vers la construction de cet avenir commun que nous avions imaginé. J'étais tellement concentré sur l'effort, sur l'argent à gagner pour réaliser nos rêves, que je n'ai pas vu les fondations s'effriter sous mes pieds. La confiance était pour moi un absolu, le socle de notre union. L'idée même que Clara puisse me trahir était aussi lointaine, aussi absurde que la perspective de voir le ciel tomber. Qu'est-ce que l'amour, sinon cette foi aveugle, cette certitude inébranlable que l'autre est à jamais une partie de soi, une extension de son âme? Peut-être est-ce naïf de croire que l'amour, le vrai, peut tout traverser, même les tempêtes financières et les sirènes du succès. Mais c'est souvent cette naïveté qui nous donne la force d'avancer, n'est-ce pas? De croire en un lendemain meilleur. Je me souviens de Clara, de ces années où chaque sourire était une promesse, chaque regard un serment. Ces souvenirs sont désormais maculés, mais à l'époque, ils étaient ma seule vérité. Les semaines, voyez-vous, elles ne s'étaient pas juste succédées, elles s'étaient transformées en un lent glissement, comme des grains de sable qui s'échappent d'un sablier dont on n'a pas remarqué qu'il était fissuré. Au début, c'était subtil, presque imperceptible. Une soirée où Clara rentrait un peu plus tard, une explication rapide sur un dossier urgent qui avait traîné. Puis 2. Puis 3. Les dîners que nous partagions autrefois, nos moments privilégiés où le monde extérieur s'éteignait pour ne laisser place qu'à nos rires et nos confidences, devenaient rares, comme des pierres précieuses éparpillées sur un chemin rocailleux. Elle était là, physiquement, parfois, mais son esprit semblait vagabonder, ses yeux perdus dans une réflexion que je ne parvenais pas à percer. Je me souviens de ces soirées où je l'attendais, le repas refroidissant doucement sur la table de la cuisine, le silence de l'appartement s'épaississant à mesure que les heures s'écoulaient. Chaque coup de téléphone qu'elle recevait, chaque message qu'elle tapait avec une discrétion nouvelle, résonnait dans le calme de nos murs comme des gouttes d'eau régulières tombant dans un bassin, créant des cercles concentriques dans la mare de mon anxiété. Ces explications, ces réunions impromptues, ces dossiers à boucler, ces brainstorming qui n'en finissent jamais, sont devenus des mélodies trop familières, des refrains que mon cœur reconnaissait avec une lassitude grandissante, mais que mon esprit refusait de décrypter comme des signaux d'alarme. Je voulais y croire, je devais y croire. N'est-ce pas ce que l'on fait quand on aime? On cherche la raison la plus bienveillante, la plus acceptable, pour expliquer ce qui nous trouble. Pendant ce temps, l'étau financier, lui, ne connaissait ni répit ni discrétion. Il se resserrait autour de nous,
jour après jour, comme une corde qui s'enroule progressivement. Les courriers des banques commençaient à s'empiler, les rappels s'amoncelaient, leur ton devenant de plus en plus pressant, presque menaçant. Je me souviens d'avoir passé des nuits blanches, le regard fixé sur le plafond, à faire et refaire des calculs impossibles, à chercher des solutions qui n'existaient pas. La voiture avait besoin d'une réparation coûteuse, le frigo donnait des signes de faiblesse, et le loyer semblait chaque mois plus lourd que le précédent. Chacun de ces problèmes était une petite pierre supplémentaire dans le sac déjà trop lourd que nous portions sur nos épaules. Nos dettes n'étaient plus seulement des chiffres sur un relevé, elles étaient devenues une entité vivante, pesante, qui respirait avec nous, qui nous chuchotait ses exigences à l'oreille. J'essayais d'en parler à Clara, de partager ce fardeau, mais elle semblait l'esquiver, comme si l'évoquer le rendait plus réel, plus terrifiant. Elle répondait par des soupirs, des hochements de tête absents, ou par des phrases toutes faites sur la nécessité de « serrer la ceinture » ou des « attendre des jours meilleurs ». C'était comme parler à un mur parfois, un mur invisible bâti de fatigue et de préoccupations inconnues. Avait-elle ses propres soucis que je n'arrivais pas à voir, qu'elle refusait de partager? Je me le demandais, et cette incertitude était une épine de plus plantée dans ma chair. Mon cœur, pourtant, ce fidèle idiot, s'accrochait aux souvenirs comme à des bouées dans une mer déchaînée. Je me remémorais nos premières années, la légèreté de nos rires, la promesse silencieuse de nos regards croisés, la chaleur de nos mains enlacées. Je me souvenais de nos projets, de cette maison avec jardin dont nous rêvions, de cette vie simple mais pleine que nous nous étions jurés de bâtir. Ces images étaient mes forteresses, mes remparts contre l'angoisse sourde qui me rongeait désormais de l'intérieur. C'était une sensation étrange, cette angoisse. Pas un cri, pas une douleur aiguë, mais une sorte de bourdonnement permanent, un grondement lointain qui ne cessait jamais, même dans les moments de calme apparent. C'était comme si une musique funèbre jouait en sourdine quelque part dans mon esprit, attendant le bon moment pour monter en puissance. Je rejetais les doutes. Je les chassais de mon esprit comme on chasse des mouches importunes. C'était la fatigue, le stress du travail, la pression financière. C'était ça. Nous traversions une passe difficile, c'est tout. Tous les couples connaissent ça, non? Qu'aurais-tu fait, à ma place, face à ces petits signaux, ces dissonances qui ne ressemblaient pas encore à une rupture d'harmonie, mais plutôt à un léger désaccord dans une symphonie que l'on pensait connaître par cœur? Aurais-tu creusé, posé des questions incisives, risqué de briser la vitre fragile de la confiance, ou aurais-tu, comme moi, laissé le temps faire son œuvre, espérant qu'il refermerait les fissures? Et puis, un soir de semaine, alors que la pluie martelait les carreaux et que nous venions de dîner en silence, nos assiettes à peine touchées, la phrase est tombée. Elle était là, assise sur le canapé, le regard vide fixé sur l'écran de télévision où un reportage sur la vie sauvage passait sans que ni l'un ni l'autre n'y prête vraiment attention. Le ton était plat, presque détaché, comme si elle annonçait simplement qu'elle allait faire les courses. « Je pars chez ma mère ce week-end », a-t-elle dit, sa voix à peine audible par-dessus le murmure du documentaire. J'ai besoin de me vider la tête. Mon premier réflexe fut un pincement au cœur. Un autre week-end seul. Mais aussitôt, je me suis repris. Elle avait l'air épuisée, le visage tiré, des cernes violettes sous les yeux qui trahissaient des nuits trop courtes ou trop agitées. Sa posture était rigide, ses épaules voûtées. Elle avait réellement l'air d'avoir besoin de souffler, de s'éloigner de tout. Je me suis levé, je suis allé m'asseoir à côté d'elle, et j'ai posé ma main sur la sienne. Sa peau était froide. Bien sûr, mon amour, lui ai-je répondu, essayant de masquer la légère déception qui montait en moi. C'est une bonne idée. Tu en as besoin. Repose-toi bien, d'accord? J'ai senti son regard se poser un instant sur moi, une lueur fugitive que je n'ai pas su interpréter, avant qu'elle ne le détourne à nouveau vers l'écran. Elle a commencé à préparer sa petite valise le lendemain matin, avec une efficacité que je trouvais presque dérangeante. Pas de fioritures, pas de hésitation. Une brosse à cheveux, quelques vêtements, un livre. C'était comme un rituel, exécuté sans joie ni anticipation. Elle m'a embrassé sur le front avant de partir, un baiser froid, mécanique, qui n'avait plus la chaleur de nos adieux d'antan. Je t'appelle ce soir, m'a-t-elle promis, sa voix déjà lointaine alors qu'elle enjambait le seuil de la porte. J'ai hoché la tête, un sourire forcé aux lèvres, et j'ai regardé sa voiture s'éloigner dans la rue grise et pluvieuse. Le moteur de son véhicule s'éteignant au loin a laissé derrière lui un vide assourdissant, une cloche qui sonnait dans le silence de ma solitude annonçait. À cet instant précis, en la regardant partir,
ma confiance était encore aveugle. Une confiance pure, naïve peut-être, mais tellement ancrée en moi qu'elle était devenue une partie intégrante de ma perception du monde. Je ne concevais pas le mensonge, la supercherie. Non pas parce que j'étais sot, mais parce que notre amour, nos 7 années de vie commune, nos épreuves traversées, avaient construit en moi une certitude inébranlable, nous étions nous, et rien ne pouvait venir briser cela. Le doute, la suspicion, étaient des poisons que je refusais de laisser s'infiltrer dans le sanctuaire de notre relation. Je croyais en sa parole, en son besoin de s'évader, en sa quête de réconfort auprès de sa mère. Qu'aurais-tu fait, à ma place, face à cette confiance aveugle que l'on place en l'être aimé, ce socle sur lequel on construit toute une vie, sans jamais imaginer qu'il puisse s'effriter sous nos pieds? Aurais-tu vu les signes, les fissures silencieuses qui étaient là, sous mes yeux, mais que mon cœur refusait de reconnaître? Je ne le savais pas alors, mais ce baiser froid, ce chez ma mère, n'était pas la fin d'une semaine difficile, mais le début d'une tempête qui allait tout emporter. Le samedi soir s'étirait, lourd et silencieux, dans l'appartement que je croyais encore être notre cocon. Clara était, chez sa mère, disait-elle, cherchant un peu de repos, un souffle loin du quotidien qui nous étouffait. J'avais accepté sa version des faits, comme j'avais accepté tant d'autres choses ces derniers temps, avec cette résignation molle qui s'installe quand l'espoir commence à vous faire défaut. Seul, dans le salon baigné par la lueur blafarde du lampadaire de la rue, je sentais le vide résonner autour de moi. Le silence était presque palpable, une étoffe épaisse qui enveloppait chaque meuble, chaque souvenir gravé dans les murs, les rendant soudain étrangers, presque hostiles. Il y avait encore cette légère trace de son parfum, une odeur douce amère qui flottait près du canapé, un fantôme olfactif qui me rappelait sa présence passée et son absence douloureuse du moment. Que aurais-tu fait, spectateur, un soir comme celui-là, quand ton cœur est un peu lourd et que le vide menace de t'engloutir? J'avais simplement cherché un échappatoire, une distraction, n'importe quoi pour chasser les pensées grises qui commençaient à s'installer comme des toiles d'araignée dans les recoins de mon esprit. J'avais allumé la télévision, sans vraiment savoir pourquoi. Le football, ce rugissement primaire de la foule, cette danse mécanique des joueurs sur un rectangle vert, c'était ma bulle. Un moyen simple d'éteindre le vacarme de mes propres pensées, de noyer l'angoisse sourde qui tambourinait à la porte de ma conscience. Le match était intense, un derby local, et l'ambiance au stade semblait électrique, même à travers le filtre de l'écran. Les commentateurs s'emballaient, la foule hurlait à chaque action, et pour quelques instants, je me suis laissé emporter. C'était un baume, une anesthésie légère, et je commençais presque à oublier le nœud au creux de mon estomac, le sentiment diffus que quelque chose n'allait pas, ce pressentiment que ma vie de l'ordinaire basculait vers un inconnu inquiétant. Je m'imaginais presque sentir le froid des gradins, l'odeur de bière et d'herbe mouillée, le souffle collectif d'une passion partagée, si loin de la solitude assourdissante qui m'étreignait dans notre petit appartement. La tension montait sur le terrain, et avec elle, la ferveur des supporters atteignait des sommets. Et puis, juste après un but spectaculaire, un de ceux qui arrachent des cris viscéraux, la caméra a balayé les tribunes. C'était une image fugace, une fraction de seconde destinée à capter la joie collective, les visages extatiques de la foule. Mes yeux ont erré sans but, juste une paire d'yeux perdus parmi des milliers d'autres qui fixaient le même écran. Et là, mon cœur, qui s'était jusque-là calé sur le rythme paisible du match, a fait un bond terrifiant, comme un animal pris au piège. La respiration m'est restée bloquée dans la gorge, un étranglement brutal. Mon sang s'est glacé dans mes veines, se retirant de mes extrémités, laissant mes mains froides et mes lèvres pâles. Non. C'était impossible. L'image avait traversé l'écran comme un coup de poignard, rapide et dévastateur. Un visage. Pas n'importe quel visage. Son visage. Clara. Mon cerveau a d'abord hurlé au déni. La fatigue, le stress des dernières semaines, c'était ça. Mon esprit me jouait des tours, des illusions d'optique dans cette lumière tamisée. C'est juste une ressemblance, une femme qui lui ressemble, il y en a tant dans le monde. La caméra avait filé sur d'autres visages, mais ce premier éclair m'avait frappé de plein fouet. J'ai eu l'impression que le temps s'était figé, que le ralenti s'était appliqué non seulement à l'action sur l'écran, mais à l'univers entier. Le bruit du stade s'est mis à s'éloigner, les voix des commentateurs se sont transformées en un lointain bourdonnement, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur invisible, coupant le son de ma propre réalité. Mon monde s'est mis à vaciller, à prendre une teinte grisâtre et irréelle. Mes yeux, pourtant, restaient rivés à l'écran, implorant une rétraction, une preuve que mon esprit s'était trompé. Puis,
la caméra est revenue. Elle a insisté, s'attardant sur ce couple au milieu de l'euphorie générale, leur rire se détachant, comme des éclats de verre, du cœur indistinct de la foule. Et là, plus aucun doute n'était permis. C'était bien elle. Ma Clara. Sa manière de rire en penchant légèrement la tête en arrière, cette mèche de cheveux qu'elle repoussait machinalement de son front, le mouvement familier de ses mains. Mon corps est devenu une statue de pierre, un poids mort sur le canapé usé. Chaque pore de ma peau semblait s'ouvrir pour laisser s'échapper l'air, me vidant de toute substance. Et l'homme à côté d'elle. Monsieur Dubois. Mon patron. L'homme charismatique, l'homme influx, l'homme qui avait commencé à s'immiscer dans nos vies professionnelles, puis avec cette insistance que je n'avais pas su déchiffrer. Son profil, ce sourire confiant, presque carnassier que je lui connaissais si bien de nos réunions. Leurs corps étaient si proches, leurs têtes penchées l'une vers l'autre dans une intimité qui m'était devenue étrangère. Mon regard ne pouvait plus se détacher de la scène, un mélange d'horreur et de fascination, comme on ne peut s'empêcher de regarder un accident de voiture au ralenti. Je me sentais nu, exposé, publiquement humilié, même si j'étais seul dans le silence suffocant de mon salon. Le choc initial a laissé place à une morsure. Une morsure qui s'est étendue, se transformant en un brasier intérieur, brûlant toutes les illusions, toutes les certitudes. J'ai vu sa main se poser délicatement sur son bras, un geste possessif, tendre. Et puis, la chute. La vraie chute. Elle a levé les yeux vers lui, un sourire complice éclairant son visage, et il s'est penché. Un baiser. Un long baiser. Un baiser volé aux yeux du monde, au milieu d'une foule en délire, un baiser qui m'était destiné, et qui pourtant se posait sur les lèvres d'un autre. Pas une petite tape amicale, pas une bise innocente, non. Un baiser profond, passionné, qui laissait entendre une histoire bien plus longue et plus intime que le simple flirt d'un soir. C'était une scène qui hurlait la trahison, la duplicité, la fin de tout ce que j'avais cru construire. Mon esprit a eu l'impression d'être déchiré en deux, comme un vieux tissu que l'on déchire sans ménagement. Le petit écran, cet objet banal du quotidien, était devenu le miroir le plus cruel, reflétant une vérité que je n'aurais jamais voulu voir. Le contrôle de ma télévision m'a glissé des doigts, heurtant le tapis avec un bruit sourd qui m'a semblé résonner comme un gong funèbre. Mon souffle s'est fait court, haletant, chaque inspiration une agonie. Le cœur, lui, battait la chamade, une batterie folle, un rythme désordonné et douloureux qui cognait contre mes côtes. J'avais l'impression que ma cage thoracique allait exploser sous la pression de cette douleur insoutenable. Mes mains tremblaient, mes genoux étaient faibles, et un froid glacial m'a envahi, un froid qui n'avait rien à voir avec la température de la pièce. Que aurais-tu fait, spectateur, à ma place, quand ton monde bascule en une fraction de seconde, devant tes propres yeux, quand la femme que tu aimes, la femme en qui tu as mis toute ta confiance, est là, devant toi, dans les bras d'un autre, sur le grand écran d'un stade bondé? Mon esprit tournait en boucle, essayant désespérément de comprendre, de rationaliser l'irrationnel. Chez sa mère, cette phrase répétée, maintenant, comme une parodie cruelle, une insulte lancée à mon visage. La nausée m'a pris, un haut le cœur amer. Chaque petit détail des semaines précédentes, les réunions tardives, les téléphones sur silencieux, le besoin d'espace, toutes ces bribes qui m'avaient semblé anodines, se sont transformées en pièces d'un puzzle macabre qui se mettait brutalement en place. Chaque pièce, une nouvelle blessure, une nouvelle preuve de ma propre aveuglement. L'innocence. C'est ce qui est mort ce soir-là, devant cet écran brisé. L'innocence de croire en l'amour inconditionnel, en la fidélité sans faille, en la promesse de « pour le meilleur et pour le pire ». Elle avait été écrasée sous le poids de cette image, de ce baiser volé qui m'avait été arraché. Ma certitude d'être aimé, d'être son roc, son abri, s'était envolée en fumée. Le sol sous mes pieds s'était dérobé, me laissant flotter dans un vide sidéral, sans repère, sans encre. C'était la mort d'une partie de moi, celle qui osait encore croire sans réserve, sans soupçon. La douleur était physique, réelle, un poids écrasant sur ma poitrine, une constriction qui m'empêchait de respirer normalement. Je suis resté là, sans bouger, les yeux fixés sur l'écran, même si les images avaient changé, même si le match continuait son cours insouciant. L'image de Clara et de Monsieur Dubois, enlacés, rayonnants, était gravée au fer rouge sur ma rétine, dans mon esprit, dans les moindres fibres de mon être. Je pouvais fermer les yeux, elle était là. Je pouvais les rouvrir, elle était encore là, dans l'écho de la lumière bleue. Le silence qui avait enveloppé la pièce s'était métamorphosé en un rugissement intérieur,
une cacophonie de questions sans réponse, de larmes qui ne venaient pas. La trahison ne se contente pas de vous briser, elle vous vide, elle vous dépouille de tout ce qui vous a construit, vous laissant nu et vulnérable face à une réalité insupportable. Comment passer le reste de cette nuit, et toutes celles qui suivront, avec cette image ancrée si profondément en moi? La question pendait, lourde, suffocante, dans l'air froid de l'appartement. Le temps s'était étiré comme un chewing-gum usé, filandreux et insipide, pendant ces heures infinies où j'attendais son retour. Chaque minute était un coup de marteau sur l'enclume de mon cœur déjà fracturé, résonnant du fracas des images que ma mémoire rejouait en boucle. J'avais éteint la télévision, son silence plus éloquent que n'importe quel vacarme de foule. L'appartement était devenu une tombe, une boîte de résonance pour ma propre détresse. Avais-je pleuré? Je ne savais plus. Mes yeux étaient secs, brûlants, comme si le sel de toutes les larmes du monde s'était déposé sur mes rétines. Mon corps, lui, était un champ de bataille ravagé, chaque muscle tendu, chaque fibre nerveuse à vif. J'étais une corde de violon sur le point de rompre. Qu'aurais-tu fait, à ma place, quand chaque seconde qui passe te rongeait un peu plus, te laissant face à un vide abyssal? Puis, j'ai entendu le bruit familier. Le gravier crissant sous les pneus de sa petite voiture, le léger claquement de la portière. Un frisson a parcouru mon échine, mêlant l'effroi et une sorte de macabre impatience. Le temps des hypothèses était terminé, celui de la confrontation était arrivé. J'ai attendu, immobile, dans l'obscurité du salon, la seule lumière provenant de la lune qui filtrait à travers les rideaux entr'ouverts. Les pas dans l'escalier. Léger, aérien, comme si rien ne s'était passé, comme si le monde n'avait pas basculé dans un abîme insondable. Mon cœur, lui, frappait contre mes côtes avec une violence inouïe, menaçant de faire exploser ma cage thoracique. J'ai entendu sa clé s'engager dans la serrure, puis un léger cliquetis. Un deuxième. Un troisième. Le son, si quotidien il y a encore 48 heures, était désormais celui d'une machine bloquée, d'un mécanisme qui refusait de fonctionner. La porte n'a pas cédé. Un soupir impatient, que j'ai trop bien connu, m'est parvenu à travers le bois. Puis, un nouveau bruit de clé, cette fois plus hésitant, comme si elle vérifiait qu'elle n'avait pas pris la mauvaise. J'ai avancé, lentement, mais pas assourdi par le tapis, jusqu'à me tenir dans l'embrasure de la porte, laissant ma silhouette se découper sur la faible lumière du couloir. Elle s'est redressée, le front plissé, son sac de voyage à ses pieds, un sourire contraint sur le visage, déjà prête à dérouler le récit de son week-end chez sa mère. Mais ses yeux se sont posés sur moi, et son sourire s'est figé, comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Son visage s'est décomposé, passant de l'agacement à la surprise, puis à une compréhension glaciale. Le masque était tombé. Il n'y a pas eu de mots, pas d'explication préfabriquée. Juste le silence, lourd, oppressant, qui hurlait la vérité plus fort que toutes les confessions. Elle a vu dans mes yeux la nuit que j'avais traversée, le monde que j'avais perdu. Elle a vu le naufrage. La clé ne marche plus, Clara, ai-je dit, ma voix étrangère à mes propres oreilles, un murmure rocailleux. J'ai changé les serrures. Tu ne vis plus ici. Le son de mes mots flottait dans l'air comme des tessons de verre. Son visage est devenu livide, ses traits se sont durcis, comme si elle tentait de reconstruire son rempart de mensonges. Quoi? De quoi tu parles? Qu'est-ce qui se passe? Elle a essayé de faire monter l'indignation, la blessure, mais l'effort était trop visible. La façade était trop mince. Qu'est-ce qui se passe? Tu as le culot de me demander ça. J'ai ri, un rire amer qui ne venait pas de mes poumons mais de mon âme brisée. Je t'ai vu, Clara. Sur la télévision. Au stade. Avec Monsieur Dubois. Les caméras n'ont pas menti. Tes bras autour de lui. Ses lèvres sur les tiennes. Le silence est revenu, mais cette fois, c'était un silence de mort, un linceul jeté sur nos 7 années de vie commune. Elle a baissé les yeux, ses mains tremblaient légèrement. Plus d'indignation, plus de fausse colère. Juste la défaite. Je peux expliquer. Le cliché, si éculé, m'a achevé. Expliquer quoi, Clara? Que tu es allée chez ta mère pour te vider la tête, et que tu as fini au bras de mon patron, en train de l'embrasser devant des milliers de personnes et la France entière? Tu vas expliquer que ce n'est pas ce que j'ai vu? Que mes yeux m'ont trompé? Que mon cœur s'est déchiré pour rien? La colère a monté en moi, enfin, une fureur glaciale qui a balayé la douleur.
Tu as osé me regarder dans les yeux avant de partir, me dire que tu avais besoin de repos, et tu me trahissais avec l'homme qui me paye, celui qui représente tout ce que je déteste dans ce monde où l'argent achète tout, même les âmes. Même la tienne. La confrontation fut un champ de bataille émotionnel, mais sans les cris que l'on aurait pu imaginer. C'était plus insidieux, plus dévastateur. Nos mots étaient des balles, tirées à bout portant, déchirant ce qui restait de nos liens. Elle a essayé de se défendre, balbutiant des choses sur la pression, la vie, les envies, le fait que je ne la voyais plus, que j'étais trop absorbé par mes problèmes, par l'argent qui nous manquait. Des justifications creuses, qui sonnaient faux. Et moi, j'ai déversé ma douleur, ma rage, ma déception. Chaque reproche était une pierre jetée sur l'édifice de nos souvenirs, le réduisant en miettes. Ce n'était pas seulement un homme que je perdais, c'était aussi la femme que j'aimais. C'était l'avenir que nous avions construit. C'était l'image de l'amour. Tu as tout détruit, Clara, ai-je dit finalement, la voix éteinte. Absolument tout. Prends tes affaires. Celles que tu peux emporter de ce qui fut notre vie. Et pars. Elle a fini par s'exécuter, un fantôme silencieux qui traversait les pièces, ramassant quelques objets épars. Je suis resté dans le couloir, observant sans un mot, le cœur lourd d'une tristesse insupportable. Lorsque la porte s'est refermée derrière elle pour la dernière fois, le silence est devenu assourdissant. Un silence qui n'était plus celui de l'attente ou de la tension, mais celui du vide absolu. Le son de la serrure qui s'était refermée sur mon passé. Les jours qui ont suivi ont été un flou cotonneux, une suite d'heures où j'errais comme une âme en peine. Comment respirer quand l'air lui-même semble empoisonné? Comment manger quand la nourriture n'a plus de goût? Comment dormir quand chaque nuit est peuplée de spectres et de remords? Mon corps fonctionnait par automatisme, un mécanisme brisé qui refusait de s'arrêter. J'allais au travail, comme un zombie, effectuant mes tâches sans même y penser. Monsieur Dubois était absent, bien sûr, en voyage d'affaires, comme on dit. Une nouvelle lame dans mon cœur. Il m'a fallu du temps, beaucoup de temps, pour apprendre à respirer de nouveau. La première étape a été de nettoyer. De jeter. De ranger. De faire disparaître les traces de sa présence, non pas par colère, mais par nécessité de survie. Chaque objet qui lui appartenait, chaque souvenir matérialisé, était une épine plantée dans ma chair. C'était un processus lent, douloureux, mais nécessaire. Comme une amputation. J'ai revu ma famille, mes amis. Les visages compatissants, les regards attristés, les mots maladroits de réconfort. Personne ne savait vraiment quoi dire, et je n'avais pas envie de parler. Comment décrire l'odeur de la trahison? Comment expliquer le goût de la cendre dans la bouche? Connais-tu ce sentiment où tu as l'impression d'être une coquille vide, un robot programmé pour survivre, sans âme, sans espoir? Cette trahison, au fil des mois, est devenue mon purgatoire. Une épreuve qui m'a forcé à regarder au plus profond de moi, à sonder les abysses de mon être. J'ai dû affronter mes propres démons, ma naïveté, ma confiance aveugle, ma peur du manque qui m'avait peut-être trop préoccupé. J'ai revu les moments, les signaux d'alerte que j'avais ignorés, les petites fissures que j'avais colmatées avec l'illusion de l'amour. C'était une introspection douloureuse, une chirurgie à vif de mon âme. J'ai compris que ma valeur ne dépendait pas de la fidélité de quelqu'un d'autre, ni de la reconnaissance de mon travail, ni même de l'épaisseur de mon portefeuille. J'ai compris que je devais me reconstruire à partir de mes propres fondations, sur ma propre dignité. La reconstruction a été un chemin ardu, une marche à travers un désert aride. Il y a eu des jours où je ne voyais aucune lumière, où l'envie de tout abandonner était palpable. Mais il y avait aussi ces petits moments, fugaces, où un rire sincère avec un ami, la beauté d'un coucher de soleil, la mélodie d'une vieille chanson, me rappelaient qu'il y avait encore de la vie en moi. Lentement, très lentement, les contours de l'homme que j'étais avant, mais en mieux, ont commencé à réapparaître. Plus sage, plus attentif, plus résilient. J'ai appris à naviguer dans un monde où la confiance n'était plus un acquis, mais quelque chose qui se gagne, qui se mérite, et qui doit être protégé avec une vigilance farouche. La douleur n'a jamais vraiment disparu, elle s'est transformée. Elle est devenue une cicatrice, un rappel silencieux de ce que j'avais traversé. Un mémorial à la force que j'avais trouvée en moi. J'ai compris que parfois, la plus grande force réside non pas dans la capacité à éviter la chute, mais dans celle à se relever, même quand tout semble perdu. À se redresser, poussière dans les cheveux, le cœur encore brisé, mais le regard tourné vers l'avant.
Cette histoire aurait pu arriver n'importe où, à n'importe qui. Il suffit d'un instant, d'une décision, d'une faiblesse, pour que tout bascule, pour que le château de cartes de nos vies s'effondre. Il suffit parfois d'un peu d'argent, d'une promesse de vie meilleure, pour que les fondations les plus solides se lézardent. Alors, si mon histoire a résonné en toi, si elle a touché une corde sensible, je t'invite à laisser un commentaire ci-dessous. Partage tes pensées, tes propres expériences. Comment aurais-tu réagi? Comment as-tu traversé une épreuve similaire? Tes mots peuvent aider d'autres personnes qui, comme moi, se sont senties perdues dans l'obscurité. Et si tu veux continuer à entendre des récits de vie, des histoires brutes, sans filtre, abonne-toi à la chaîne. La vie est un chemin semé d'embûches, mais nous ne sommes pas seuls pour les parcourir. Prends soin de toi.